Savais-tu que les chandeliers japonais étaient déjà utilisés au XVIIe siècle pour trader le riz? Dans cette vidéo, qui date d'il y a environ 2 ans, je te présente comment les utiliser à ton avantage pour toi aussi analyser et prédire les mouvements des prix le plus précisément possible. Ce qui prouve bien une chose, que des notions qui étaient utilisées au XVIIe siècle, qui, pour une vidéo qui a été faite il y a 2 ans, sont toujours applicables aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Bon visionnage à toi. Peace. La première chose qu'on va faire, c'est commencer cette masterclass. Bienvenue, je suis passé sur mon PC, ce qui nous donnera donc la possibilité de débuter cette masterclass. La masterclass, la première dont je vais te parler, c'est tout ce qui concerne l'analyse technique, c'est-à-dire toutes les bases nécessaires pour pouvoir lire un graphique et faire tes analyses. Et comme je suis plutôt de la catégorie des personnes qui pensent qu'il est nécessaire tout simplement d'y aller étape par étape, donc dans cette première masterclass, histoire que tu aies assez de temps, que tu aies assez d'espace, qu'il n'y ait pas trop d'informations pour que tu puisses assimiler le maximum de connaissances. Donc, dans cette première partie qui concerne l'analyse technique, nous parlerons tout simplement des bougies japonaises. Et pour ce faire, on le fera en plusieurs étapes. Une première étape dans laquelle je te parlerai du trading en général. On parlera d'analyse technique. On parlera également de l'introduction sur l'analyse des graphiques en chandelier japonais, notamment sur l'interprétation des bougies japonaises. Et ensuite, on verra les bougies japonaises les plus importantes selon moi, ou du moins les bougies japonaises que j'utilise dans mon trading de façon récurrente, de façon courante. Et enfin, nous parlerons de formation en bougies japonaises qui te permettront tout simplement de lire les graphiques de façon un peu plus précise. Donc, abordons la première partie qui est celle sur le trading. Le trading, c'est quoi? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le trading est plutôt une activité assez banale quand on y pense d'un peu plus près. Tout simplement, il s'agit d'acheter bas et de revendre beaucoup plus haut. En trading, il existe deux types d'ordres que tu peux passer. Un ordre d'achat d'un côté et un ordre de vente de l'autre côté. L'ordre d'achat, il est simple. Comme je te disais, acheter bas et revendre beaucoup plus haut. Ce qui fait donc que lorsque tu fais la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, tu as tout simplement le bénéfice. L'ordre de vente, ou du moins la vente à découvert, est un peu plus touchy, mais je vais essayer de te la simplifier au maximum. Supposons que tu es un ami qui possède, qui possède une voiture, d'accord? Comme tu le sais, le prix des voitures aujourd'hui a augmenté. Supposons qu'à l'instant T, tu as envie d'acheter une voiture et de la revendre. Tu as donc la possibilité d'emprunter la voiture de ton ami, de la revendre et de racheter exactement la même voiture plus tard lorsque le prix sera beaucoup plus bas et la restituer à ton ami. Dans ce cas de figure, ton ami n'a pas perdu sa voiture. Toi, tu as revendu une voiture beaucoup plus chère. Et ensuite, tu as racheté une voiture beaucoup moins chère que tu as restituée à ton ami. Tout le monde est gagnant, ton ami ne perd rien. Et toi, tu fais un bénéfice entre le prix de vente que tu auras fait sur la voiture que tu auras empruntée chez ton ami ou chez ta connaissance et le prix d'achat que tu auras réalisé un peu plus bas. Donc, la différence entre ton prix de vente et ton prix d'achat devient ton bénéfice. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent dans le cas d'une vente à découvert, autant pour moi. Donc, deuxièmement, on parlera donc qu'est-ce que le trading et donc qu'est-ce qui permet de réussir en trading. Sur Internet, tu vas te rendre compte qu'il y a énormément de personnes qui présentent des résultats, notamment sur Instagram, avec la facilité qu'il y a aujourd'hui de présenter des résultats, de présenter des informations, de créer du contenu, qui montrent des résultats qui sont parfois tellement aberrants que moi, je ne sais pas comment les gens tombent dans le panneau, mais j'aimerais que toi, tu évites de le faire. Pourquoi? Premièrement, parce que l'intégralité des résultats qui montrent est faite sur MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 ou MT4, MT5 pour ceux qui s'y connaissent un peu plus. Mais la réalité est que MT4 et MT5 sont en réalité des logiciels open source. C'est-à-dire que tu as la main mise sur le logiciel et tu as la possibilité de créer des résultats qui ne sont pas forcément viables, ou du moins des résultats qui ne sont pas réels. Mais n'empêche que tu verras des personnes qui se vanteront sans cesse: j'ai la meilleure formation sur le marché, je suis le meilleur trader que tu puisses trouver, je suis la personne qui va changer ta vie. Donc, premièrement, personne ne changera ta vie, tu es la seule personne qui est capable de changer ta vie.
Ensuite, ce qu'il faut également que tu saches, c'est qu'il n'y a aucune formation qui soit complète. Le métier de trader est l'un des métiers dans lequel tu n'as pas le droit de te reposer. Il faut sans cesse que tu essaies de monter en compétence. Il faut sans cesse que tu essaies d'apprendre de tes erreurs. Il faut sans cesse que tu essaies d'apprendre de nouvelles choses. Une autre réalité, c'est que chaque trader a sa façon de trader, a son approche qui est bien personnelle. Ce qui fait donc qu'il t'apprend son approche qui est la sienne. Ce qui fait que dans 80% des cas, tu finiras par découvrir ou du moins par créer ton propre style. Donc, ce qui fait qu'une formation t'apprend qu'un seul style de trading qui te correspond ou pas. Donc, c'est la raison pour laquelle ne t'attends pas trop à ce qu'une formation te donne l'Eldorado, te donne toutes les solutions, te donne toutes les connaissances dont tu as besoin. Il va falloir que tu ailles chercher un petit peu quand même. Ensuite, on va parler de rentabilité. La rentabilité en trading, c'est qu'il est possible de réaliser des bénéfices en pariant à la fois, quand je dis parier, c'est vraiment avec des pincettes, à la fois sur la hausse et la baisse des prix de marché boursier. En d'autres termes, sur l'augmentation ou la baisse des actifs financiers. Ensuite, si un trader pense que la valeur d'une action, par exemple l'action Apple ou le taux d'exchange, c'est-à-dire la paire Forex euro-dollar américain, va augmenter, il peut décider d'acheter des actions ou la devise correspondante et la vendre plus tard à un prix plus élevé pour réaliser un profit. C'est ce dont je te parlais quand je te parlais de rentabilité un peu plus haut. Par ailleurs, si le trader pense que le prix va baisser, il peut effectuer une opération de vente, c'est-à-dire une opération de vente à découvert comme je te l'expliquais, pour profiter de la dépréciation attendue de la valeur de l'actif sous-jacent, c'est-à-dire tout simplement de l'actif que tu traiteras, que ce soit une action, une indice ou un indice, une paire Forex, une option et j'en passe. Il existe tellement d'actifs financiers. On pourrait également citer les différentes cryptos comme le Bitcoin et ainsi de suite. Cependant, il existe toujours un risque que la tendance des prix ne suive pas les attentes du trader, ce qui obligerait à clôturer une transaction avec une perte. Ce point est important tout simplement parce que tu n'as pas toujours la possibilité de te fier à ta propre analyse. Pourquoi? Parce que premièrement, ton trading est voué à des probabilités. Gain, c'est-à-dire succès, perte, c'est-à-dire échec. À partir de là, ce qu'il faut également que tu prennes en considération, c'est que certains événements, certaines conditions de marché ne permettent pas que ton hypothèse se réalise. Ça ne veut pas dire que ton analyse est mauvaise, ça veut tout simplement dire que les conditions de marché sont telles que le prix se retourne contre toi. C'est-à-dire, tu prendras par exemple le rapport NFP, tu prendras par exemple les annonces économiques qui peuvent totalement entraîner de fortes volatilités sur le marché et de là, invalider toutes les hypothèses possibles. Ensuite, il faut également savoir que les traders peuvent utiliser diverses méthodes et outils pour analyser les mouvements de prix dans les graphiques de prix et les cours des actions, des crypto-monnaies, des actifs en général qu'ils traitent, que ce soit à l'achat ou à la vente. Il existe donc deux types de négociateurs tout simplement, c'est-à-dire les négociateurs de données fondamentales, c'est-à-dire les négociateurs ou les traders qui font l'intégralité de leur analyse sur les annonces économiques, c'est-à-dire qu'ils se basent sur l'analyse des fondamentaux, c'est-à-dire l'analyse des conditions économiques des pays ou du moins de la résidence des actifs qu'ils essaient de trader. Tu as également les négociateurs ou tout simplement les traders techniques qui analysent les cours des actions et se concentrent sur des modèles et des formations de prix spécifiques. C'est-à-dire qu'à force d'analyse, on se rend compte qu'on a la possibilité de développer ou du moins d'identifier des heuristiques, c'est-à-dire des occurrences sur les marchés qui ont tendance à se terminer de la même façon. C'est-à-dire qu'à force de regarder, tu auras l'impression que lorsqu'une formation de prix apparaît, le prix ira par exemple à la hausse, ou lorsqu'une autre formation apparaîtra, le prix ira par exemple à la baisse. Donc sur un lot de data, sur un fort échantillon, tu as la possibilité d'avoir des hypothèses comme quoi lorsqu'une certaine formation de prix apparaît, tu dois prendre une position à l'achat. Lorsqu'une formation apparaît, tu dois prendre une position à la vente. Ce qui fait que le trading devient très intuitif dans le sens où tu te bases sur la réalité. Le prix est censé contenir l'intégralité des informations, qu'il soit économique, qu'il soit fondamental,
une information, ouais, qu'elle soit fondamentale ou du moins qu'elle soit technique. Le prix contient toutes les informations nécessaires pour l'analyse d'un marché. Normalement, dans le meilleur des mondes, c'est le cas. Cependant, il est difficile, en mon sens, il est difficile de dire quel type de décision ou d'analyse est supérieur à l'autre, car cela dépend des préférences de tout un chacun, cela dépend du style de trader, cela dépend du style de trading et d'autres facteurs, c'est-à-dire que c'est une appréciation qu'il faudra que tu te fasses par toi-même. Je suis incapable de te dire aujourd'hui si tu dois être un trader technique ou un trader fondamental. Ce que je peux te dire, c'est que l'analyse technique, vu que le prix est censé contenir toutes les informations, qu'elles soient fondamentales ou non, est l'un des outils que tu devrais avoir dans ton arsenal en tant que trader. Donc, ce qu'il faut donc que tu saches également, c'est que... j'ai récupéré. Donc, ce qu'il faut donc que tu saches, c'est également qu'il faut que tu te concentres exclusivement sur la compréhension et l'application des concepts de l'analyse technique, tout simplement parce qu'elle est moins, c'est-à-dire qu'elle est moins subjective dans le sens où tu sais ce qu'il se passe, tu sais comment analyser ton prix, tu as des heuristiques, tu as des occurrences que tu as pu dégager, tu as des occurrences que tu as pu identifier. Tandis que l'analyse fondamentale est plus basée sur l'analyse d'autres personnes, c'est-à-dire des économistes qui donnent des appréciations, qui donnent des évaluations, qui donnent des approximations de ce que devrait être le prix à un moment ou en autre, en fonction des conditions de marché, en fonction du niveau d'inflation, en fonction du panier moyen, en fonction du rapport NFP, du taux de chômage, et j'en passe. Il existe beaucoup d'indicateurs économiques qui permettent de faire une analyse fondamentale qui soit beaucoup plus poussée. Je te ferai certainement une vidéo un peu plus détaillée par la suite, mais pour le moment, on va se concentrer sur l'analyse technique et sur ses bases. Maintenant, tu te poseras la question de savoir, ok, je te dis tout ça, mais quel est mon type de trading? Qu'est-ce que j'applique? Je te dirais que je suis à la fois des deux bords, dans le sens où je me sers par exemple, dans le cas du Forex, si je me sers d'analyse fondamentale, c'est pour avoir l'orientation globale d'une monnaie. C'est-à-dire que si je sais que sur le long terme, le dollar connaîtra une croissance, tandis que l'euro connaîtra une dépréciation, il est fort évident que je cherche à prendre des positions à la vente plutôt. Cependant, le fait de savoir quelle sera l'orientation du marché ne me dit pas à quel moment il faut que je rentre en position. Tout simplement parce que... comment te l'expliquer? Tout simplement parce que les prix bougent sans cesse. Les prix bougent en permanence. Le marché est quasiment ouvert 24 heures sur 24 si on essaie de considérer tous les marchés. Si tu prends le Forex, tu auras 5 jours sur 7 où le marché sera ouvert. Mais n'empêche que tous les mouvements de prix ne représentent pas des opportunités. Il faut donc savoir à quel moment prendre une position. Et donc, la notion de timing intervient. Et à ce moment, l'analyse technique est très puissante pour identifier quelles sont les périodes sur lesquelles tu dois prendre position, quelles sont les périodes sur lesquelles tu as une probabilité de gagner de l'argent. Une plus forte probabilité, je veux dire. Donc, ça veut dire que dans mon cas de figure, 85% du temps, je me sers de l'analyse technique. Et les 20% restants me servent à choisir les tendances globales, tout simplement. Et même là encore, je ne traite pas les fondamentaux de la façon la plus courante qui soit. C'est-à-dire que lorsqu'une annonce économique passe, j'ai tendance à attendre 2 heures après pour voir quelle serait la tendance et quelle serait la meilleure position à prendre. Tout simplement parce que les annonces économiques ont tendance à créer des déséquilibres sur le marché. Et le marché, pour être efficient, a besoin de combler ces déséquilibres avant de repartir dans un sens ou dans un autre. Ensuite, en ce qui concerne les résultats à court terme, le problème du trading, c'est que des gens ont des les gens ont des espérances qui sont souvent un peu trop surréalistes. Si on commençait tous le trading avec l'idée de faire de l'argent sur le long terme, petit à petit, et jouer sur les intérêts composés, on aurait probablement beaucoup plus de chance dans ce domaine. Donc, ce qui fait que l'horizon de temps est un facteur crucial qui détermine le type de trading dans lequel un trader s'engage. Donc, il existe 2 grandes catégories de trading, c'est-à-dire le day trading
et le swing trading. En ce qui concerne le day trading, tu auras tout ce qui est scalping, c'est-à-dire le day trading, pour faire simple, comme il est écrit day trading, c'est-à-dire c'est du trading journalier, c'est-à-dire l'objectif est vraiment d'avoir des positions que tu ouvres dans la journée et que tu refermes dans la même journée. Donc tu as le scalping, c'est-à-dire des positions courtes qui peuvent aller sur 5 minutes, 1 heure. Ou alors tu as le day trading au sens du terme où tu prends une position et tu la clôtures à 18h. Enfin pour moi je la clôture à 18h pour aller faire autre chose. Et ensuite, tu as le swing trading qui est beaucoup plus orienté sur des positions qui sont plutôt long terme. Et dans ce cas de figure, de mon expérience, j'en distingue encore deux, c'est-à-dire que tu as le swing trading sur lequel tu gardes des positions sur 1 ou 2 jours et tu as le swing trading sur lequel tu gardes vraiment des positions sur plusieurs semaines. Et dans ce cas de figure, tu comprendras que l'analyse fondamentale est importante pour avoir la tendance globale. Donc, dans le cas pour te le simplifier, dans le cas du trading à court terme, le trader ouvre et ferme des positions en l'espace de quelques minutes ou heures, comme je te disais, généralement limité à une journée. Et c'est ce qu'on appelle le day trading. En revanche, si une position est maintenue pendant quelques jours, semaines, voire mois, on parle de swing trading ou de position trading. La possibilité d'application et les exigences pour les traders diffèrent considérablement entre ces deux types de trading. Le day trading n'est pas souvent adapté aux travailleurs. C'est justement dans ce cas de figure qu'il est important d'avoir un bon horizon de temps parce qu'en fonction de ton occupation, en fonction de ton temps libre, tu dois adopter la stratégie qui soit adaptée à ce que tu fais, à ton activité, à ta disponibilité. Il ne sert à rien de travailler de 7h à 18h la journée et espérer être un scalper. Tout simplement, tu vas te faire écraser par les marchés parce que tu n'as pas la précision, tu n'as pas le temps nécessaire pour développer des compétences, tu n'as pas le temps nécessaire pour faire des analyses qui soient adéquate par rapport à ton style de trading. Donc, il est très important de voir en fonction de ta disponibilité quel est le style de trading que tu dois adopter. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont perdantes parce qu'elles pensent systématiquement que pour gagner de l'argent en trading, il faut être dans les clichés qu'on voit dans les films, celui qui passe ses journées devant les écrans et ainsi de suite. Il m'arrive parfois d'analyser les graphiques le week-end, de mettre des alertes et de faire ma vie, quoi. C'est-à-dire que lorsque l'alerte sonne, à ce moment, je viens regarder mes écrans et je prends la décision qui est la plus adéquate sur le moment. Donc, pour ça, il faut savoir que le day trading n'est pas souvent adapté aux travailleurs salariés en raison des contraintes de temps, car ils doivent surveiller les graphiques de prix pendant les heures d'ouverture de marché. Ces heures d'ouverture de marché qui peuvent coïncider avec leurs heures de travail. Toutefois, un day trader peut avoir à choisir de négocier sur des marchés boursiers qui sont différents du sien, tout simplement parce que tu as plusieurs types de marchés. Tu as les heures d'ouverture européens, donc tu as le marché long, tu as l'heure de London, tu as le marché asiatique, tu as le marché américain. Et donc, en fonction de tes disponibilités, tu as la possibilité de te positionner sur une échelle horaire sur laquelle tu seras pleinement compétent, pleinement concentré sur tes graphiques. Et c'est ce qui fait un peu la différence en trading, c'est souvent d'être en mesure d'identifier quel est l'horizon de temps qui te convient toi en tant que trader. Comment tu peux faire pour trouver le temps nécessaire pour être le plus disponible possible. À présent, je te propose qu'on passe maintenant sur l'analyse technique. Sur l'analyse technique, je vais te faire une présentation de l'analyse technique, de qu'est-ce que l'analyse technique, quel est le but de l'analyse technique, et tout simplement le concept de prophétie autoréalisatrice. Encore, les prix sur les marchés financiers fluctuent en raison de divers facteurs, c'est-à-dire notamment les actions de millions d'individus et d'institutions qui interagissent quotidiennement sur les marchés financiers internationaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché est essentiellement drivé et essentiellement dirigé par le principe de l'offre et de la demande. Ce qui dit principe de l'offre et de la demande dit donc intervention de plusieurs personnes sur ces marchés.
Ces acteurs du marché financier prennent des décisions d'achat ou de vente qui affectent le prix des instruments financiers, entraînant des mouvements de prix à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de personnes qui achètent, alors le prix ira à la hausse. S'il y a beaucoup de personnes qui vendent, alors le prix ira tout simplement à la baisse. C'est le cas, pour l'exemple, c'est simplement si tu prends le marché des crypto-monnaies, c'est-à-dire que 2020-2022, il y avait également un fort effet de buzz, une forte bulle boursière sur le marché des crypto-monnaies. Et donc, tu te rends compte que si tout le monde achète, alors ça veut dire que les prix explosent à la hausse. Mais notamment lorsqu'il y a une crise de panique, c'est-à-dire tout simplement les gens vendent massivement, ce qui entraîne une dévalorisation de l'actif. L'analyse technique est un outil efficace pour les traders car les gens ont simplement tendance à suivre des modèles de comportement similaires et à prendre des décisions commerciales basées sur les émotions qui sont tout simplement similaires, c'est-à-dire c'est l'effet bulle. Enfin, c'est cet effet psychologique qui fait que lorsque la majorité vend, tout le monde vend. Et de là, on a une célèbre citation qui dit tout simplement « Acheter au son du canon, vendre au son du clairon ». C'est une célèbre citation de Warren Buffett, je pense, qui dit tout simplement l'essentiel, que ce soit en investissement ou en trading, l'essentiel c'est d'acheter bas et de revendre haut. Ce qui signifie donc que toi, tu as tout intérêt à acheter lorsque tout le monde vend. Encore faudrait-il savoir à quel moment acheter, mais dans le principe, tu vas acheter bas. Donc lorsque tout le monde panique et lorsque tout le monde vend, alors c'est à ce moment que tu dois acheter. Mais bon, ça on en reviendra un peu plus tard dans la suite des vidéos. Par conséquent, l'analyse technique peut identifier et prédire ces modèles et aider les traders à prendre des décisions éclairées. Comme je te dis, le trading, c'est tout simplement être en mesure de choisir le bon moment, le bon timing pour profiter d'un mouvement qui présente une opportunité réelle. Il ne s'agit pas tout simplement de réagir à l'effet de masse, de réagir au mouvement perpétuel des prix et espérer faire de l'argent. Ça, on appelle ça faire du casino, faire du gambling, comme on dit en anglais. Une autre raison essentielle de l'efficacité de l'analyse technique est le principe de la prophétie autoréalisatrice. Des millions de personnes suivent les mêmes principes, des millions de personnes suivent les mêmes informations, des millions de personnes suivent les mêmes formations. Ce qui fait donc dire que leurs décisions se basent exactement sur les mêmes concepts. À ce moment, cette utilisation généraliste des indicateurs techniques et des analyses de prix ou d'autres concepts prouve tout simplement que l'analyse technique fonctionne. Même les médias financiers font souvent référence à des concepts techniques tels que les plus hauts jamais atteints, les plus bas jamais atteints, ou si tu regardes des contenus en anglais, all-time high, all-time bottom, ainsi de suite. Même les médias financiers donc font souvent référence à tout ce qui est moyenne mobile, tout ce qui est concepts techniques tels que les plus hauts, les plus bas, les plus hauts, les plus bas historiques, les niveaux de prix psychologiques significatifs et les moyennes mobiles, tu entendras souvent sur des sites, sur des médias spécialisés en finance, qu'un niveau, le niveau des 45 000 sur le Bitcoin, le niveau des 30 000 sur le Bitcoin, un niveau critique, un seuil atteint, le plus bas jamais atteint, ce qui est spécifique de la notion de effet de masse tout simplement, c'est-à-dire passer ce niveau, les gens auront tous tendance à prendre la même décision. C'est aussi simple que ça. J'essaie vraiment de prendre des concepts qui sont compliqués, des concepts qui sont généralistes pour te les simplifier afin que toi tu puisses t'approprier ces notions à ta façon, avec ta propre interprétation et surtout être en mesure de les retranscrire à qui de droit avec tes propres mots. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que plus les gens utilisent ces concepts, plus ils deviennent précis. Car ils contribuent tout simplement à ce principe de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que le fait de croire fortement en quelque chose, on a tendance à voir la chose se réaliser. L'analyse technique est donc un outil puissant que les traders peuvent utiliser pour prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause. Maintenant, tu te poseras certainement la question, ok, on parle de prophétie autoréalisatrice, mais qu'est-ce que l'analyse technique réellement? Alors, la définition que je peux te donner est la suivante. L'analyse technique est une méthode utilisée
pour analyser les mouvements de prix des instruments financiers dans le but d'identifier les opportunités de profit potentiel. C'est-à-dire, c'est vraiment l'objectif est vraiment d'identifier quelles sont les opportunités potentielles, quel est le bon moment, quel est le bon timing pour prendre position sur un marché. Je pourrais très bien acheter une action à tout moment, mais si j'ai la possibilité d'acheter le plus bas possible, alors le retour sur investissement sera beaucoup plus important. Si les avantages de l'analyse technique sont souvent évoqués, il est également important de tenir compte des critiques formulées à l'encontre de cette approche. Les critiques, y compris les partisans de l'hypothèse des marchés efficients, comparent souvent l'analyse technique à la pure spéculation, tout simplement parce qu'on se base sur les mouvements de prix. Et qui dit se baser sur les mouvements de prix, dit spéculation. Pour moi, ce n'est pas un problème en tant que tel, tout simplement parce que la spéculation fait partie de notre style de vie. La spéculation fait clairement partie de notre style de vie. Qui n'a jamais attendu d'avoir une promotion moins 40% pour acheter un article? Qui n'a jamais attendu d'être en période de solde pour faire des courses, du shopping? Ce qui veut donc dire que on est tous, nos décisions financières ou nos décisions de consommation sont basées sur de la spéculation pure et dure, tout simplement. Et je comprends pas pourquoi les gens s'offusquent lorsqu'on parle de spéculation sur les marchés financiers, lorsqu'on parle de spéculation ou de trading. Et cette spéculation peut faire référence à l'expérience populaire du singe lanceur de fléchettes. Je t'invite à regarder cette histoire sur Internet, tu te rendras compte qu'elle est plutôt pas mal. Toutefois, un rapport de Neely et de Weller suggère que dans un horizon d'investissement à court terme, l'analyse technique peut être supérieure à l'analyse des données fondamentales. Comme je te l'expliquais, dans ma façon de faire, c'est que l'analyse fondamentale me donne plutôt une orientation globale du marché, c'est-à-dire une augmentation, une variation du marché sur le long terme, c'est-à-dire je veux être en mesure de savoir dans quel sens va le marché sur 1-2 mois. Mais n'empêche que j'ai besoin de prendre une décision là, à l'instant T. Ce qui fait que l'analyse technique me permet tout simplement de choisir le bon moment, de choisir la bonne opportunité, le bon timing pour prendre la position, pour prendre une position d'achat ou de vente en fonction des conditions de marché. Ensuite, en règle générale, on parle de l'effet momentum. L'effet momentum, c'est-à-dire, c'est être en mesure d'identifier la psychologie du marché, être en mesure d'identifier dans quel sens l'intégralité du marché se dirige, dans quel sens le plus grand groupe se dirige-t-il. C'est-à-dire que si j'ai 50 000 personnes qui achètent, à coup sûr, si je suis vendeur, je me fais prendre. Donc l'effet momentum, c'est être en mesure de prendre cette vague d'impulsion. C'était par exemple le cas avec le Bitcoin il y a quelques années, c'est-à-dire que lorsque le Bitcoin explosait à la hausse, énormément de personnes ont commencé à investir et donc ont profité de cet effet momentum. Ce qui n'a pas forcément servi à l'industrie du trading dans le sens où le fait qu'il y ait énormément de personnes qui prennent des positions faciles en griffe, parce qu'on sait tous quelle est la tendance globale. Tu n'avais pas besoin d'être trader pour savoir que le Bitcoin connaissait une croissance. Donc le fait qu'il y ait cette facilité à prendre position a poussé énormément de personnes à se croire compétents. Et lorsque le marché est devenu baissier, énormément de personnes se sont retrouvées perdant tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la faculté ou les connaissances nécessaires pour évoluer dans ce type de marché. Donc, il faut donc prendre cet effet momentum comme une stratégie technique, potentiellement rentable basée sur des modèles de prix historiques. Tandis que certaines études portant sur plusieurs actions, peut-être pas, enfin, celles que j'ai pu lire étaient basées sur des actions chinoises, mais a confirmé que les outils techniques peuvent améliorer de manière significative l'efficacité de l'analyse. Parce que profiter de l'effet momentum, c'est juste avoir le bon timing, être informé. Tandis qu'être en mesure de prendre une position dans un marché quel qu'il soit haussier, baissier, nécessite une précision d'analyse. Une précision d'analyse qui veut tout simplement dire, encore une fois, je le répéterai jamais assez parce que je pense que beaucoup de personnes n'ont pas cette notion de timing, c'est-à-dire que tous les moments ne sont pas bons pour acheter. Tous les moments ne sont pas bons pour vendre une action. Même lorsque tu as un portefeuille d'actions, il est important d'attendre le bon moment pour
mettre en gestion, d'attendre le bon moment pour revendre des actions, d'attendre le bon moment pour racheter une action, parce qu'il s'agit avant tout d'équilibre. Mais bon, je t'épargne les détails parce que ce n'est pas le sujet du jour. Donc, de plus, on trouve également des études, que ce soit sur des actions russes, que ce soit sur des actions américaines, qui indiquent que les systèmes de négociation utilisant des indicateurs techniques peuvent être plus performants qu'une simple stratégie d'achat ou de conservation. Pourquoi? Parce que généralement, ce qu'on utilise, énormément de personnes parlent. Ok, prenons un exemple. Beaucoup de personnes parlent d'investir en faisant du DCA. Par contre, si tu faisais du DCA, enfin, pour ceux qui ne savent pas, le DCA, c'est du Dollar Cost Average, qui consiste tout simplement à acheter une action, enfin la version de base, du moins c'est la version que je vois souvent sur le réseau, qui consiste tout simplement à acheter une action à fréquence régulière, c'est-à-dire que tu peux acheter 100 € d'une action tous les mois, 100 € à la même date, 100 € d'action toutes les 2 semaines en fonction de ton budget, ainsi de suite. Mais si tu utilises l'analyse technique, d'accord? Au contraire, tu as la possibilité de racheter une action au bon moment et donc d'optimiser ton retour sur investissement. Et donc, tu fais du DCA, mais tu attends de revenir sur des niveaux clés, sur des niveaux techniques majeurs qui te permettent tout simplement de profiter de toute la hausse par la suite ou de toute la baisse. Quand je te parle d'action, je te parle plutôt d'investissement long terme. Et donc, jusqu'à présent, on a vu une présentation du trading en règle générale, vraiment de la façon la plus simpliste qui soit. Et maintenant, je viens de te présenter qu'est-ce que l'analyse technique, ou du moins, comment fonctionne l'analyse technique. À présent, je te propose que l'on passe dans le principe derrière, et c'est-à-dire qu'on fasse une introduction à l'analyse technique sur les marchés japonais. Nous allons parler d'analyse technique et de trading. Nous commencerons donc par les fondamentaux, c'est-à-dire de l'analyse technique, qui sont essentiels pour apprendre comment fonctionnent les marchés financiers. Et donc, nous allons nous allons vraiment y aller étape par étape. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer, comme je te disais au début de cette formation, sur les bougies japonaises. Les bougies japonaises, pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un outil qui a été inventé, tu t'en rends bien compte, au Japon, je sais pas, en 1700 quelque chose, enfin, il faudra vérifier, je t'afficherai la lettre. Tout simplement pour traduire quelle est la psychologie des acheteurs sur le marché. Quel est le niveau d'implication, quel est le degré d'implication, quel est le momentum, et ainsi de suite. Et donc, qui sont essentiels pour comprendre comment fonctionnent les marchés financiers. Ensuite, dans une autre vidéo, certainement dans la suite de la masterclass, mais que je ferai dans une autre vidéo, comme je te disais, pour que celle-ci ne soit pas trop longue, qui sera donc tout simplement comment analyser un graphique. Comment utiliser les bougies japonaises pour analyser un graphique en chandelier japonais. Donc, par la suite, ce que je veux tout simplement te dire, c'est que même si tu as une expérience préalable en trading, il est important pour toi de ne pas sauter cette étape, tout simplement parce que lorsque j'ai commencé à apprendre le trading, mon objectif était tout simplement d'être en mesure de transmettre l'intégralité de mes connaissances de la façon la plus simple possible. Donc j'ai passé beaucoup de temps, mais alors là, beaucoup de temps à essayer de simplifier, à assimiler de façon différente, ou du moins à me développer une analyse, une interprétation des bougies qui m'est propre. Comme je te dis, le trading est avant tout une question de style, est avant tout une question de stratégie, c'est-à-dire que la façon de le voir, la façon de le faire dépend énormément de la personne qui apprend le trading. Et donc la façon, ou du moins la méthode que j'ai essayé de développer, est tout simplement celle qui permettrait vraiment de créer une expérience d'apprentissage différente pour la personne qui essaierait d'apprendre de la façon dont je l'ai faite. Et donc j'espère qu'elle te profitera. Donc, comme je te l'ai dit, cette vidéo présente tout simplement une approche qui est différente de celle que tu pourras trouver traditionnellement sur YouTube ou dans des formations. Et tu as le mérite de l'avoir gratuitement. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et surtout abonne-toi pour ne pas rater la suite des masterclass. Cette approche est rarement abordée dans l'analyse technique conventionnelle qu'on trouve un peu partout, ce qui est dommage d'ailleurs, et ce qui permettrait grandement à améliorer les performances et surtout l'accessibilité de ce domaine pour qui le souhaite. Mais elle est essentielle pour maximiser, tout simplement car elle est essentielle pour maximiser les gains, pour maximiser l'apprentissage, pour maximiser la compréhension de ce domaine qui pour moi est tout simplement une passion.
En apprenant les fondamentaux de l'analyse technique et en progressant vers les concepts avancés, vous serez en mesure de comprendre tout simplement comment les marchés financiers fonctionnent. Mon objectif au travers de cette masterclass, c'est pas tout simplement de te permettre d'analyser une crypto-monnaie, de te permettre d'analyser un indice, c'est vraiment de créer une méthode, de créer un esprit, de créer une façon de faire qui permettrait de passer d'un marché à l'autre, d'être en mesure de comprendre comment évolue un marché, d'être en mesure de comprendre comment fonctionne une crypto, comment fonctionne le forex, comment évolue un indice. Mon objectif, c'est vraiment de créer une méthode de trading qui serait dite opportuniste. Comme je te dis, les marchés bougent sans arrêt, mais tous les mouvements ne représentent pas une opportunité. Donc, être en mesure d'analyser n'importe quel actif, bien sûr, tu auras un niveau de une préférence, mais être en mesure d'analyser tout type de marché te permettra tout simplement de profiter des opportunités qui se présentent à toi et donc de ne pas forcer les opportunités. Et donc, comment fonctionnent les marchés financiers? Comme je te dis, les mouvements de prix sont réalisés avant tout par des intervenants. Qui dit intervenant dit donc une psychologie. Mais n'empêche que sur le marché, on observe un momentum. Donc, qui parle de momentum, donc effet de masse, parle donc d'une psychologie générale. C'est-à-dire que tu as la possibilité de capter quelles sont les intentions de la masse. La masse veut-elle aller à la hausse? La masse veut-elle aller à la baisse? La psychologie est-elle tournée vers la vente ou l'achat? Et donc, les bougies japonaises, de la façon dont moi j'essaie de les interpréter, permet donc de retranscrire quelle est donc la psychologie du marché. Ok, à présent, nous passerons donc aux chandeliers japonais. Les chandeliers japonais, comme je t'ai dit, permettent de traduire la psychologie. Tout simplement parce qu'ils permettent de traduire quelle est la différence entre le prix à l'ouverture et à la clôture sur une session. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner des informations sur ce qui s'est passé pendant les heures qui ont précédé. Avant de nous intéresser à des graphiques en chandelier japonais, je vais juste expliquer pourquoi il est important de comprendre la notion de chandelier japonais et pourquoi je tiens à faire une vidéo entière là-dessus. Parce que les graphiques en ligne, comme tu le vois, ont la facilité de transmettre une information. La facilité de transmettre l'information car ils sont très souvent utilisés par les médias. Ils sont très souvent utilisés par les médias et comme tu peux le voir sur cette image, tu vois systématiquement quelle est l'orientation du prix. Tu vois un prix, tu vois tu vois une succession de hausses et de baisses. Et lorsque tu vois un pic, tu as la possibilité de savoir qu'il s'agit tout simplement d'un point de retournement, qu'il s'agit tout simplement d'un point qui a servi de pivot au prix. Donc, pour te simplifier tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les graphiques linéaires sont souvent les premiers types de graphiques financiers que les gens rencontrent. Et vu qu'il s'agit des premiers types de graphiques que les gens rencontrent, ils sont très souvent utilisés par les médias. Ils fournissent un moyen simple de visualiser les mouvements de prix des actions ou du moins des actifs que tu regardes, des paires de devises, des crypto-monnaies, des matières premières et j'en passe. Ces graphiques sont avantageux car ils compriment beaucoup l'information. Comme je te dis, l'objectif premier des graphiques en ligne est la contraction de l'information en une seule ligne, ce qui permet d'obtenir une analyse rapide et élémentaire des évolutions du prix de l'actif en un seul coup d'œil. Ce qui fait que pour transmettre de l'information sur les médias, par exemple, il est très facile donc de dire que tel actif permet de traduire X ou Y, que telle variation de prix observée. Il s'agit d'une croissance forte, il s'agit d'une baisse assez importante et j'en passe et ainsi de suite. Mais le conseil que je vais te donner sur les graphiques en ligne, c'est que bien qu'on va se concentrer sur les graphiques en chandelier japonais pour les analyses au quotidien, il faut que tu gardes à l'esprit que les graphiques en chandelier japonais sont le niveau supérieur aux graphiques linéaires. Mais n'empêche que vu que les graphiques linéaires permettent de contracter l'information, dans ton trading au quotidien, ils pourront te servir à identifier les points pivots, les zones de résistance, les zones de support assez facilement. Je t'en parlerai un peu plus en détail dans une prochaine masterclass ou dans une prochaine vidéo. Maintenant, on peut donc s'attaquer à notre sujet principal qui n'est autre que les bases sur les chandeliers japonais.
Donc, qu'est-ce qu'un chandelier japonais? Un chandelier japonais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'une représentation graphique différente du graphique en ligne. Si les graphiques en ligne te permettent tout simplement d'avoir une contraction de l'information, les chandeliers japonais, quant à eux, te permettent tout simplement d'avoir une discrétisation, c'est-à-dire d'avoir un niveau supérieur d'analyse dans le sens où ils te fournissent un prix, un niveau d'ouverture de prix, un niveau de fermeture et les maximums atteints. Pourquoi je te le dis? Tout simplement parce que lorsque tu as un graphique en chandelier japonais, tu as la possibilité de choisir les paramètres, c'est-à-dire les paramètres temporels. Des paramètres de temps, c'est-à-dire tu as la possibilité de choisir que ton graphique, que tes bougies qui s'affichent te donnent une variation de prix sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, un mois, une semaine, voire des secondes, des minutes. Et donc, de quoi est composé un graphique en chandelier japonais? Un graphique en chandelier japonais est avant tout constitué d'un corps. Le corps d'un chandelier représente la fourchette de prix entre le cours d'ouverture et le cours de clôture pour une période donnée. La période donnée, il faut garder à l'esprit que c'est toi qui l'as définie, c'est toi qui la paramètre sur des logiciels tels que TradingView, sur des plateformes telles que TradingView. Pour faire simple, je te la donne, va vérifier. La longueur des ombres, quant à elle, c'est-à-dire les ombres qui correspondent tout simplement au plus haut de la bougie et au plus bas atteint par la bougie, c'est-à-dire les maximums, te permettent tout simplement d'observer à quel point le prix a évolué sur la période sur laquelle tu auras décidé de paramétrer ta bougie. Il te permet de vérifier ou d'observer systématiquement à quel point le prix a évolué à la hausse ou à la baisse par rapport à la valeur de référence, une valeur de référence qui est très souvent le niveau d'ouverture et de clôture. Les ombres représentent le maximum atteint sur une période donnée. Si nous configurons nos graphiques de manière à ce qu'un chandelier corresponde à un jour, nous pouvons lire que les fluctuations journalières du cours de l'action sont données par le prix d'ouverture et le prix de clôture, ainsi que par les maximums atteints. Nous pouvons lire les fluctuations journalières du marché, comme je te le disais, à travers les ombres du chandelier, les ombres étant les plus hauts et les plus bas atteints. Un fait important que tu dois garder à l'esprit, c'est tout simplement celui de savoir que, en règle générale, lorsque la période de temps lorsque la période de temps paramétrée pour une bougie japonaise est importante, l'information donnée est beaucoup plus valable. Le conseil qu'il faut garder là-dessus, c'est que si tu prends une bougie japonaise, plus le temps sera grand et plus l'information qu'elle te donnera sera importante et il faudra la prendre en considération. Par exemple, une bougie paramétrée sur un jour, c'est-à-dire une bougie qui te donne la variation du prix sur un jour, aura toujours une information beaucoup plus importante qu'une bougie qui sera paramétrée sur 5 minutes, 15 minutes, 1 heure par exemple. C'est important de le savoir tout simplement parce que ça te permettra de passer à un niveau supérieur de ton analyse un peu plus tard, qui est tout simplement du multi-time frame analysis. On peut donc passer à la suite en ce qui concerne la taille des bougies japonaises. Parce que, comme je te l'ai dit, si la taille de la bougie japonaise te permet d'avoir la variation du prix sur une période donnée, c'est tout simplement parce qu'elle permet de suivre le concept de momentum et donc de suivre le concept de psychologie des intervenants. Ce que j'entends par là, c'est qu'un long corps, c'est-à-dire qu'un corps imposant du chandelier japonais, je te le rappelle, le corps, c'est la partie qui est délimitée par le prix d'ouverture, le prix de clôture, que ce soit une bougie baissière ou haussière. Un long corps en chandelier indique une augmentation ou une baisse significative des prix. Ce qui suggère tout simplement qu'il y a un intérêt à l'achat ou à la vente qui est très fort, c'est-à-dire que si la bougie haussière a un corps vraiment imposant, ça signifie que l'intérêt à l'achat est beaucoup plus important qu'un intérêt à la vente et vice-versa. Si la taille des corps, en revanche, augmente sur une période donnée, c'est-à-dire que si tu as des bougies qui sont paramétrées sur une période de temps 1 heure, c'est-à-dire qu'une bougie traduit la variation du prix sur 1 heure et que sur 8 heures de temps,
tu as des bougies qui deviennent de plus en plus grosses, c'est-à-dire que le corps de tes bougies devient de plus en plus important. Ça signifie donc que la tendance du prix s'accélère, c'est-à-dire qu'il y a des intervenants dans le sens que tu observes qui sont de plus en plus intéressés, qui investissent de plus en plus. Donc, ça signifie donc que ta tendance se renforce. Je tiens juste à te dire que la tendance correspond tout simplement au sens dans lequel le prix évolue. On distingue 3 types de tendances, c'est-à-dire tu as la tendance haussière, c'est-à-dire le prix monte, tu as la tendance baissière, le prix baisse, et tu as tout ce qui est la tendance des ranges, c'est-à-dire par range c'est un peu, on va dire range, c'est-à-dire le prix ne varie pas, c'est-à-dire qu'il est aussi autour d'un axe fixe qui est horizontal, c'est-à-dire que le prix marque une pause. On en parlera un peu plus tard lorsqu'on verra les différents types de tendances, lorsqu'on verra les graphiques un peu plus en profondeur. A contrario, lorsque la taille du corps du corps diminue, ça signifie tout simplement que la tendance baisse, c'est-à-dire que la tendance est de moins en moins forte, la tendance est de moins en moins importante et on peut anticiper une sorte de retournement du marché. Ça veut tout simplement dire que la tendance actuelle touche à sa fin en raison d'un rapport de force plus équilibré entre les acheteurs et les vendeurs. C'est-à-dire, si dans un premier temps, tu avais des corps des bougies acheteuses qui devenaient de plus en plus grandes et qu'ensuite tu as une sorte d'inversement dans le sens où les bougies haussières deviennent de plus en plus petites, ça signifie tout simplement qu'il y a un intérêt qui est moindre. Le corps des chandeliers qui reste constant indique tout simplement que ta tendance est stable. Et qui dit tendance stable dit tout simplement que le marché est dans une période qui est bien déterminée, c'est-à-dire que les acheteurs sont plus importants ou les vendeurs sont plus importants et tu sais dans quel sens il faut te positionner. Si le marché, comment te l'expliquer? Si le marché passe soudainement de longues bougies acheteuses à de longues bougies vendeuses, ça signifie tout simplement que tu es en présence, ou du moins que la probabilité que tu observes un retournement du marché est beaucoup plus importante. La taille des mèches, quant à elle, te permet tout simplement d'observer quelle est la variation du prix. À présent, on peut donc s'intéresser à la taille des mèches. Tout simplement, la taille des mèches, comme je te disais, c'est le maximum atteint par le prix sur la période paramétrée. Une longue ombre, c'est-à-dire que lorsque la mèche est super grande, cela peut signifier qu'il y a un signe d'incertitude qui apparaît sur les marchés, car elle signifie que les acheteurs et les vendeurs sont en forte concurrence, c'est-à-dire qu'il y a un fort équilibre c'est-à-dire qu'il y a une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Voilà un peu comme Star Wars, c'est-à-dire que tu as toujours 2 forces qui sont en présence, c'est-à-dire tu as les acheteurs et tu as les vendeurs. Et lorsque la taille de l'ombre est importante, ça signifie qu'il y a une forte volatilité. Et qui dit forte volatilité dit une concurrence qui est accrue entre les 2 camps. Mais qu'aucune partie n'a pu prendre le dessus jusqu'à présent. C'est-à-dire que la bataille est féroce. Prenons des métaphores tant qu'à y être. Les ombres courtes, quant à elles, indiquent un marché stable et peu instable, c'est-à-dire qu'il y a peu de volatilité parce que les corps sont de plus en plus gros. Et qu'est-ce que j'ai dit sur les corps qui étaient de plus en plus gros sur une période donnée? C'est qu'il y a un marché stable, si tu te fies à ce qu'on a dit précédemment. Ce qu'on peut constater tout simplement, qu'on constate souvent que la longueur des ombres, des chandeliers japonais augmente après une longue phase de tendance. C'est-à-dire que lorsque la phase de tendance a suffisamment duré, il est tout à fait normal que les acheteurs ou les vendeurs qui ont tenu la phase en cours deviennent de plus en plus réticents à mettre davantage d'argent. Tout simplement parce que l'objectif en trading est toujours d'acheter bas et de revendre beaucoup plus haut. Lorsque le prix a augmenté significativement, les intervenants ont tendance à vouloir vendre pour récupérer du bénéfice, et lorsque le prix a baissé significativement, les vendeurs ont tendance à vouloir racheter pour pouvoir réaliser du bénéfice. C'est-à-dire que cette intensification de la tendance, ou du moins
intensification de la longueur des ombres a tendance à apparaître après une période de tendance qui a duré beaucoup trop longtemps. L'augmentation de cette fluctuation, l'augmentation de la fluctuation indique que la lutte entre les acheteurs et les vendeurs s'intensifie et que le rapport de force n'est plus aussi unilatéral qu'il y paraît. Une intensification prouve que le rapport de force n'est donc plus le même, ce qui signifie tout simplement qu'on s'apprête à voir un changement de paradigme, qu'on s'apprête à voir un changement des vainqueurs, qu'on s'apprête à voir un changement de tendance. Les tendances saines, quant à elles, qui évoluent rapidement dans une direction, présentent généralement des chandeliers avec des ombres qui sont beaucoup plus courtes. Ces chandeliers montrent tout simplement que si les ombres sont petits, c'est tout simplement parce que les acteurs du marché sont beaucoup plus forts. Et comme les acteurs du marché sont beaucoup plus forts, ça signifie qu'il n'y a pas une bataille accrue, qu'il n'y a pas une concurrence de plus en plus grande entre les différents camps en présence sur les marchés, ce qui traduit systématiquement le fait qu'il y a une absence d'ordre dans certains cas. On parle généralement de Moro-Bazou et on en parlera un peu plus bas dans la formation. Ensuite, vu qu'on a parlé jusqu'à présent de la taille des corps et on a parlé également de la taille des mèches ou des ombres qui sont les principales composantes d'une bougie japonaise. Ce qu'il faut savoir dans ce cas de figure, c'est que le ratio entre ces deux composantes est d'autant plus important parce que si le corps est si le corps est de plus en plus grand, ça signifie que la mèche ou l'ombre est beaucoup plus petite. Et si la mèche est beaucoup plus grande, ça signifie que le corps est d'autant plus petit. Ça traduit systématiquement qu'on a un ratio entre la taille du corps et la taille des ombres ou la taille des mèches qui est importante et qui doit être analysée. Et c'est ce que je te propose de faire dans cette partie. C'est-à-dire que lors d'une tendance forte, les corps des chandeliers sont souvent significativement plus longs que les ombres comme j'essayais de te l'expliquer précédemment. Plus la tendance est forte, plus le prix pousse rapidement dans le sens de la tendance. Au cours d'une forte tendance haussière, les chandeliers clôturent généralement près du sommet du corps et du corps du chandelier et par conséquent ne laissent pas d'ombre de chandelier ou n'ont aucune ombre apparente. Lorsque la tendance ralentit, on voit apparaître un rapport qui change, c'est-à-dire que les ombres deviennent de plus en plus longs, tandis que les corps deviennent de plus en plus courts. Les phases latérales, ou du moins les phases dans lesquelles le prix stagne, ou les phases dans lesquelles le prix commence à amorcer sa phase de retournement sont généralement caractérisées par des chandeliers qui ont une ombre très très longue ou de plus en plus longue et un corps qui devient de plus en plus court. Cela signifie qu'il y a un équilibre relatif qui apparaît. Et donc, toute phase de croissance passe toujours par une phase de stabilisation, donc une phase d'équilibre. Qui dit phase d'équilibre dit apparition d'ombre et de corps d'ombre de plus en plus longs et de corps de plus en plus courts avant d'amorcer la phase suivante qui n'est autre que la phase inverse. C'est-à-dire que si on passe d'une phase haussière, donc d'une tendance haussière, on passe systématiquement par une phase de stagnation où le ratio entre les ombres et les corps s'inversent avant de passer dans la phase inverse qui est donc la phase baissière pour l'exemple dans ce cas de physique, dans ce cas spécifique. Donc, maintenant on a vu la composition d'un corps. On s'est attardé sur la signification du corps, on s'est attardé sur la signification du nombre, on a vu le ratio entre le corps et les ombres, ce qui implique donc un certain paradigme qui change, qui indique donc un changement de force en puissance, ce qui indique donc qu'il y a un comportement entre les acheteurs, c'est-à-dire boule, donc un marché boule, et les vendeurs, qui est donc un marché bière. On parle généralement de bull market et de bear market, si tu veux de la connaissance là-dessus. Ce qu'il faut savoir, je te l'ai noté ici pour histoire de me rappeler qu'il fallait que je te le dise, c'est-à-dire que plus le déséquilibre entre les deux acteurs du marché, c'est-à-dire acheteurs et vendeurs, est important, plus le mouvement du marché vers l'un ou l'autre est rapide. Plus il y a d'acheteurs et plus le marché aura tendance à connaître une croissance et plus il y a de vendeurs et plus le marché connaîtra une baisse. Le principe fondamental de l'offre et de la demande
tout simplement. Plus le mouvement du marché dans un sens est rapide, je parle de direction. En revanche, s'il n'y a aucun léger déséquilibre, le prix a tendance à évoluer plus lentement. C'est-à-dire que si le déséquilibre entre les deux est faible, alors le prix évoluera de façon stable, c'est-à-dire les bougies seront plus ou moins constantes dans le sens de la tendance. Pour détailler un petit peu tout ça, je t'ai noté ces 3 points. T'inquiète, je t'enverrai cette slide parce que je l'ai écrit vraiment de sorte à ce que ce soit un cours, un support que tu pourras utiliser par la suite. S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, on a plus intérêt à être à l'achat que d'être dans un sens vendeur. Les acheteurs n'ont personne à qui acheter. Tout simplement. Les intérêts des vendeurs, les intérêts qui achètent. Les prix augmentent alors jusqu'à ce qu'ils deviennent si élevés que les vendeurs trouvent de nouveau intéressant de s'impliquer. Dans le même temps, les prix est finalement trop élevé. En même temps, le prix est finalement trop élevé pour que les acheteurs puissent continuer à acheter. Cependant, s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les prix chuteront naturellement jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli et que de nouveau les acheteurs entrent sur les marchés. Ce que cela traduit, c'est que toute phase de tendance, c'est-à-dire que toute phase de tendance est toujours précédée par une période d'équilibre, par une période de stagnation. Cette information nous permettra tout simplement d'obtenir quelques informations supplémentaires sur la façon d'analyser les chandeliers japonais. Ensuite, pour conclure, lorsque les intérêts des acheteurs et des vendeurs sont les mêmes, lorsqu'ils sont en équilibre, il n'y a pas de raison que le prix change. On parle donc de contraction de prix, on parle souvent de range, on parle souvent de stagnation. En fonction de la documentation que tu liras, tu auras une explication qui sera relativement différente. On peut donc passer à la position de corps. La position des corps par rapport aux bougies. La position des corps par rapport aux bougies nous permet donc d'identifier différents types de bougies, différents types de signification et donc de traduire une implication différente des acteurs en présence sur les marchés. Lorsqu'on prend un corps où la clôture et l'ouverture sont proches l'un de l'autre, on traduit une indécision, c'est-à-dire que les ombres sont beaucoup plus importantes et on se rend compte que le prix d'ouverture et le prix de clôture sont très proches. Ce qui signifie qu'il y a une indécision, qu'il y a un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Ensuite, en partant de ce centre, comme tu peux le voir sur le graphique, et en s'éloignant vers la droite, on se rend compte que le corps devient de plus en plus grand, tandis que les ombres deviennent de plus en plus courts. Cela traduit tout simplement un inversement, c'est-à-dire qu'on passe d'une phase d'équilibre, donc une phase de déséquilibre, une phase d'indécision entre les acheteurs et les vendeurs vers une phase tout simplement qui est beaucoup plus franche, c'est-à-dire plus on s'éloigne vers la droite, c'est-à-dire plus le corps devient de plus en plus imposant en se dirigeant vers le bas, parce que là il faut considérer que le sens de variation du prix va vers le bas, alors on a des vendeurs qui sont de plus en plus présents et donc la tendance baissière est de plus en plus forte. C'est la même analyse qu'on peut faire sur la partie gauche de l'image, c'est-à-dire que plus le corps devient de plus en plus grand et plus le prix évolue dans le sens croissant, donc du bas vers le haut, et plus la tendance acheteuse est beaucoup plus importante. Donc, en ce qui concerne ces tailles de position, s'il fallait que je te le résume, on distingue généralement 2 cas de figure. S'il arrive que lors de ton analyse, tu vois qu'une ombre dominante qui dépasse d'un côté et que le corps en chandelier se trouve d'un côté opposé, ce scénario est appelé un rejet. On parle généralement de marteau en barre d'épingle ou de pendu. On en parlera un peu plus tard, plus en détail. Le troisième, enfin, ça je l'ai pris dans un livre que je suis en train d'écrire, j'espère qu'il pourra paraître très bientôt. Donc, l'ombre indique que bien que le prix ait essayé d'évoluer dans une certaine direction, l'opposition des acteurs du marché a fortement poussé le prix dans l'autre direction. Ce qui montre donc qu'on a
une apparition plus importante du camp adverse, donc de la partie adverse, c'est-à-dire si c'était un marché haussier, alors ça veut dire qu'on a une pression vendeuse qui est de plus en plus importante. Cela signifie tout simplement que la tendance est sur le point de s'inverser. Donc l'apparition d'une ombre beaucoup plus grande que le corps est souvent, je dis souvent parce que ça dépend de plusieurs facteurs, ça dépend de l'échelle du temps sur lequel tu fais ton analyse, ça dépend de la constitution de ton graphique, ça dépend du niveau sur lequel ce type de bougie apparaît, et ainsi de suite. Un autre scénario courant dans l'analyse des chandeliers est un chandelier avec deux ombres de même longueur d'un côté et encore relativement petit. Si on se fie au graphique précédent, tu te rends compte que ça stipule très souvent une phase d'indécision, une phase d'équilibre entre les marchés. Cette configuration peut indiquer une incertitude sur le marché, mais elle peut aussi suggérer un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Dans ce scénario, les acheteurs ont tenté de faire, par exemple, monter le prix, tandis que les vendeurs ont essayé de le faire baisser. Donc on arrive à un niveau d'équilibre à capital égal. Pour les mêmes intentions, on arrive très souvent à ce type d'équilibre. Et pour finir, je vais te parler de l'importance de l'expérience en trading. Pourquoi je te parle de l'importance de l'expérience en trading? C'est-à-dire que tu as beau acquérir des informations, tu as beau acquérir de la formation, tu as beau acquérir des connaissances sur un sujet donné, il n'y a que l'expérience qui fait la différence, parce que entre moi qui connais ces notions qui sont disponibles sur Internet, qui sont disponibles sur Google, à qui veut les trouver, et toi qui viens de les découvrir, la seule différence, c'est que je sais dans quel cas de figure les utiliser, je sais comment les utiliser, et c'est ce que j'essaie de te transmettre actuellement. Mais l'expérience fera toute la différence, car tu verras une façon différente d'analyser les choses, tu verras une façon différente d'interpréter les bougies qui apparaîtront, tu auras ta propre façon de voir les informations, tu auras ta propre façon de conclure sur des hypothèses, tu auras ta propre façon d'aboutir sur des analyses qui cadreront avec ton style de trading. Je ne te lirai pas tout ce texte parce que je te mettrai à disposition ce support afin que tu puisses avoir les notions détaillées. J'ai pris la peine de les écrire de façon à ce que ce soit vraiment du texte et que tu puisses revenir là-dessus par la suite pour asseoir tes notions, pour vérifier tes connaissances, et ainsi de suite. Il faudra juste que je trouve la façon de te les mettre à disposition. Si tu as une idée, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Maintenant que je t'ai parlé de l'importance du ratio entre la taille du corps et la taille des ombres, il est important que je te parle également des bougies japonaises, parce que le fait de se rendre compte que le ratio entre le corps et les bougies, ou entre le corps des bougies et les ombres des bougies est important, signifie donc qu'il y a des bougies japonaises qui sont plus importantes. Nuance que je voudrais apporter, c'est quand je te parle des bougies japonaises les plus importantes, je tiens à te rappeler un concept qui est que plus la période de temps sur laquelle tu paramètres tes bougies japonaises est importante, c'est-à-dire plus l'information donnée par ces bougies sera importante. Ce que je veux dire par là, c'est que les différentes bougies que j'ai pu identifier dans mon trading au quotidien, ou du moins dans mon trading, dans la documentation, ainsi de suite, et que je vais te présenter dans cette partie, tiennent vraiment compte de l'échelle de temps sur laquelle elles sont utilisées. C'est-à-dire, si elles ont la même signification qu'importe l'échelle, l'information est beaucoup plus viable, l'information est beaucoup plus importante en fonction de l'échelle de temps. Si ta bougie est paramétrée sur une échelle hebdomadaire ou sur une échelle journalière, alors tu te rends bien compte que l'apparition de ce type de bougie aura une importance, aura une information capitale, tandis que si ce type de bougie apparaît sur une échelle de temps en 5 minutes, 10 minutes, en quelque sorte, ce sera beaucoup moins important, ça traduira une information beaucoup moins pesante, une information beaucoup moins capitale. Je tiens à le dire, et maintenant on peut passer. La première que je souhaite te présenter, est tout simplement celle qu'on appelle pin bar. C'est un terme en anglais, mais j'ai pas trouvé forcément une traduction en français qui soit assez courte et beaucoup plus explicite que celle-là. Et dans la documentation, tu t'en rendras compte, on en parle très souvent. Et dans les faits, elle ressemble à ça, c'est-à-dire que tu as un corps qui est très petit. Le niveau de clôture et le niveau d'ouverture ne sont pas les mêmes, mais cependant, l'avantage c'est qu'elle se trouve à l'extrémité
à l'une des extrémités. Et la signification de ce modèle de chandelier est le suivant, c'est-à-dire que il s'agit pour moi de la bougie de retournement la plus importante, parce que c'est l'une des bougies de retournement sur laquelle j'ai le succès le plus important. Donc, je l'affectionne particulièrement. Il s'agit tout simplement d'un chandelier unique, avec une longue ombre d'un côté à une extrémité et un corps situé à une extrémité avec une taille vraiment rikiki, petite par rapport au corps. La taille du corps n'est pas aussi importante que l'absence d'une deuxième ombre. Ce que j'entends par là, c'est que ce que je veux te dire, c'est que lorsque tu observes une bougie, tu as toujours une ombre supérieure et une ombre inférieure. Et dans ce cas de figure, on a une taille de corps. On se rend bien compte que quasi l'ombre en dessous ou au-dessus du corps, dans le cas d'une bougie verte, est insignifiante, quasi inexistante. Ce qui signifie donc qu'on a une forte pression inverse à la couleur du chandelier, ou du moins au sens de l'évolution de la tendance, parce que la couleur ne veut souvent rien dire. Mais ça, on verra ça, parce qu'il est possible d'analyser un graphique avec une seule couleur, mais c'est un autre débat. Mais tu te rends compte que la pression est importante, parce que ce que je te disais, c'est que l'apparition d'une forte ombre ou d'une mèche importante signifie tout simplement que le prix, ou du moins que les acteurs en présence, on voit un contrebalancement de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on voit apparaître des acteurs différents qui permettent donc de mettre une pression tellement énorme que la tendance précédente commence à connaître un vrai problème, commence à connaître un vrai affaiblissement. Il s'agit tout simplement d'une bougie de retournement. Pour moi, c'est la bougie de retournement par excellence, c'est-à-dire que lorsque tu la vois apparaître, à la fin d'une tendance, tu sais que la probabilité de retournement est importante. Je te parle de probabilité de retournement parce que, avec un peu d'expérience, je te rends compte que l'apparition d'une bougie ne signifie pas un retournement systématique. Tu peux encore voir une certaine évolution du prix dans le sens de la tendance précédente avant de voir un retournement beaucoup plus franc et violent. Une bougie de ce type qui apparaît après une longue tendance haussière est généralement une indication d'une tendance baissière à venir. C'est pourquoi elle est également classée dans la catégorie des chandeliers de renversement de tendance, car elle suggère que la tendance en cours touche à sa fin. Ensuite, je vais te parler de doji. Le doji, c'est tout simplement la bougie d'indécision par excellence. La bougie d'indécision, pourquoi je t'en parle? C'est tout simplement parce que, comme je te disais, c'est qu'une phase de tendance haussière est toujours marquée par une phase de ralentissement de prix, par une phase d'indécision avant d'atteindre une phase de tendance baissière. Le fait que le prix passe toujours par une phase d'équilibre signifie que l'apparition d'un doji peut être une bougie assez significativement explicite. Pourquoi? Parce que le doji est la bougie d'indécision par excellence, la bougie qui traduit systématiquement un équilibre, la bougie qui peut te permettre d'entrevoir un retournement, car lorsque tu vois apparaître un doji sur les périodes de temps importantes, le fait que la bougie qui suit soit une bougie qui aille dans le sens inverse de la tendance précédente signifie parfois que tu es sur un retournement et que c'est le bon moment de penser à prendre des positions dans le sens inverse de la tendance précédente. Et comme tu peux le constater, c'est que les doji, si on essaie de sortir du cadre académique où le doji est standard avec le prix d'ouverture, le prix de clôture qui sont situés au même endroit et des ombres de part et d'autre qui sont plus ou moins de la même taille, on peut identifier différents types de doji et comme tu peux le voir, on a une belle panoplie. Il existe même des doji qui n'ont pas forcément d'ombre présent, quoi. Mais ça, tu auras le temps de le découvrir dans tes propres recherches, tu auras le temps de le découvrir avec de l'expérience et de t'en rendre compte par toi-même dans la suite de ton parcours. Ensuite, tu as le morobazo. Le morobazo, c'est tout simplement un terme en japonais. Je vais t'épargner le texte parce que le texte est plutôt à ton attention et lorsque je te mettrai le document en ligne, tu auras la possibilité de revenir dessus et de le lire et
d'avoir une explication beaucoup plus carrée, mais le Borabazu, c'est comme je te dis, c'est-à-dire, c'est un chandelier dont le corps est complet, c'est-à-dire voire complet avec des ombres mais qui sont quasi inexistantes. Comme tu peux le constater ici, ce sont des bougies qui sont pleines et l'apparition de cette bougie stipule tout simplement que tu es en présence d'un marché plutôt sain. C'est-à-dire que si tu as une succession de bougies en Morobazu de plus en plus grande sur les échelles de temps, ça signifie tout simplement que le marché est sain et que la tendance s'accélère. Et tu as le pendu. Le pendu, c'est tout simplement une expression qui signifie tout simplement que à la fin de ta tendance, tu as cette bougie qui apparaît, c'est-à-dire que dans un cas de figure, toute personne qui essaierait de prendre une position acheteuse lorsque cette bougie apparaît à la fin d'une tendance haussière se retrouve pendu, se retrouve perdant. Et dans le cas inverse, toute personne qui essaierait de prendre une position acheteuse dans le cas d'une bougie, dans le cas d'une tendance baissière, se ferait taper sur les doigts et on parle généralement de marteau. Le texte, encore une fois, est à ton attention et tu auras le temps de le lire lorsque tu auras le support en visu. Ensuite, on arrive sur la fin de cette première partie de formation. La vidéo sera un peu longue. Tu comprends donc pourquoi j'ai essayé de raccourcir au maximum. Tu comprends donc pourquoi les masterclass se feront en plusieurs étapes. Tu as différents types de bougies en chandelier japonais qui sont importants parce que si on a la possibilité d'analyser les bougies japonaises les unes à la suite des autres, tu te rendras compte que analyser plusieurs bougies de façon systématique ou du moins analyser plusieurs bougies ensemble donne un niveau d'analyse beaucoup plus fiable. Donc, tu as l'engulfing candlestick, c'est-à-dire les englobantes, tu as les trois soldats noirs, tu as les trois soldats blancs, tu as Free Inside Up, ça c'est tout simplement une succession, la confirmation d'un doji, tu as l'étoile du matin, tu as l'étoile du soir ou tu as le bébé abandonné. Et ensuite, je t'ai mis une sorte d'élément de contexte. Cet élément de contexte, je reviendrai là-dessus. Honnêtement, je l'ai mis element of context juste pour le plaisir parce que les informations que j'ai pu trouver en recherchant sur Internet étaient en anglais. Donc, je me suis dit, allez, je vais mettre en anglais, comme ça, tu auras... Enfin, histoire d'harmoniser. Mais bon, j'aurais pu le faire en français, mais c'est un autre débat, ça. Et donc, les formations en chandelier japonais est une configuration en chandelier qui consiste en 2 chandeliers consécutifs, où le deuxième chandelier est beaucoup plus grand que le premier et l'engloutit complètement. Le deuxième chandelier est la formation englobante, engulfing, a souvent un long corps sans ombre, similaire au chandelier dit Morobazu. Si la taille des chandeliers commence à diminuer au cours d'une tendance à la baisse, cela indique que le vendeur quitte progressivement le marché. En ce qui concerne les 3 soldats, il s'agit tout simplement d'un signal de renversement de tendance. Elle consiste en 3 chandeliers baissiers consécutifs, c'est-à-dire pour les 3 Black Crows. C'est corbeau ça. Les 3 corbeaux qui montent et les vendeurs prennent le contrôle du marché et poussent les prix à la baisse. Il s'agit d'une situation courante sur les marchés boursiers, généralement les actions, parce que le marché du Forex a tendance à être beaucoup plus continu que ça. Tu as l'image qui s'affiche quelque part. Chaque chandelier est généralement un Morobazu. Ok. Ensuite, tu as Free Inside Up, c'est-à-dire que cette formation est généralement un schéma significatif de l'analyse des chandeliers qui fournit des informations précieuses sur le marché. Elle se compose de 2 chandeliers dont le second est plus petit et entièrement entouré par le chandelier précédent. C'est-à-dire qu'il est totalement absorbé par le chandelier qui suit. Les images, tu les as, je te les affiche quelque part là. Le 3e chandelier est un chandelier d'impulsion fort qui marque une inversion de paradigme, une inversion de momentum, une inversion des intervenants.
Après, tu as l'étoile du matin, tu as l'étoile du matin doji, tu as l'étoile du soir doji. C'est tout simplement, tu as une tendance haussière, par exemple. Ensuite, tu as l'apparition d'un doji. Et donc, ensuite, tu as l'apparition d'une bougie d'impulsion baissière qui traduit tout simplement le retournement de la tendance. Encore une fois, c'est beaucoup plus viable lorsque tu es sur des échelles de temps beaucoup plus grands. Tu vois à l'écran ce qui est écrit, tu peux mettre une pause pour le lire entièrement. À toi de voir. Pareil pour l'étoile du soir ou tout simplement le bébé abandonné en anglais. C'est ainsi que tu le trouveras. En ce qui concerne les éléments de contexte, ça c'est la fin de cette première partie de masterclass. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chandeliers sont un point de départ utile pour analyser l'équilibre. D'accord? Pour analyser l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Cependant, je crois que s'appuyer sur l'analyse des chandeliers de façon individuelle comme ça représente une très forte erreur parce que juste en analysant les chandeliers, on se rend compte qu'analyser 3 chandeliers simultanément permet d'obtenir une hypothèse, une probabilité sur le mouvement qu'aura le marché dans les périodes à venir beaucoup plus importante. Et donc à partir de là, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut s'appuyer uniquement, je pense que s'appuyer uniquement sur l'analyse des chandeliers n'est pas suffisant pour devenir un trader réussi à long terme. Parce qu'il fournit seulement une vue limitée des graphiques et ignore les formations contextuelles ne tient pas en compte des formations contextuelles, ne tient pas en compte du contexte de marché. Voir une bougie apparaître, comme je te le disais, ne donne aucune information sur le contexte global. C'est la raison pour laquelle le fait de voir apparaître un type de bougie, par exemple de style pendu, ne signifie pas que le marché se retournera systématiquement. Ça signifie tout simplement qu'on a une inversion entre le nombre d'acheteurs et le nombre de vendeurs et vice-versa. Pour interpréter correctement les tendances de graphique à long terme, il est important de comprendre des concepts comme l'analyse des tendances, l'analyse du momentum qui sera expliqué dans les prochaines vidéos. La vidéo a été un peu plus longue, a été même très longue. Prends la peine de la regarder le nombre de fois nécessaire afin de pouvoir accumuler de l'information. Encore une fois, j'ai créé un Instagram spécial pour cette chaîne sur laquelle tu peux venir me poser tes questions de façon assez régulière. Je te répondrai dès que j'ai du temps. Ensuite, je te propose de me mettre en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, quels sont les sujets que tu aimerais aborder par la suite, qu'est-ce que tu veux pour les prochaines vidéos, quels sont les concepts en trading qui te dérangent vraiment. C'était Gatien, à très bientôt pour la prochaine masterclass sur laquelle nous parlerons maintenant de l'anatomie des graphiques, nous parlerons de la constitution des graphiques en chandelier japonais et surtout de comment être en mesure de prendre des décisions de trading. C'était Gatien, chose.